Au cœur de chaque quartier de New York, il existe une institution qui fait partie du paysage et de la vie quotidienne des habitants. C'est même l'une des plus populaires de la ville, les pompiers. Leurs engins rutilants, toutes portes ouvertes, sont prêts à décaler. Et l'équipe de permanence n'est jamais très loin. Chaque caserne vit un peu à la manière d'une grande famille. Il est 12h30 et tout le monde met la main à la pâte. Aujourd'hui, c'est carottes et pommes de terre. Qu'est-ce que vous préparez à manger aujourd'hui? C'est lui le chef. C'est moi le responsable. Je conduis, je cuisine, je fais un peu tout en fait. Ah, il ferait une excellente épouse. Cela fait bientôt 7 ans que Brian travaille ici, à la caserne 4353 de Harlem, un des quartiers mythiques de New York. Et pourtant, Brian et ses amis sont devenus bien plus que de simples soldats du feu, attachés à l'ambiance familiale de leur caserne et au rôti de midi. Les pompiers de la plus grande ville américaine font désormais partie d'un plan de défense élaboré au plus haut niveau de l'État, l'antiterrorisme. Et désormais, à chaque alerte, ils veulent très vite savoir ce qui les attend. Il y a le feu au 3e étage d'une bâtisse. Un incendie, mais de quelle origine? Cigarette mal éteinte ou explosif, programmé pour tuer? En moins de 2 minutes, la dizaine d'hommes a enfilé sa tenue, pris son matériel. Brian a quitté ses fourneaux pour prendre le volant du fourgon premier secours. Et pas question de se tromper de route. Brian doit quitter son quartier pour intervenir en renfort dans le cœur de Manhattan. Il ouvre la voie à toute sirène hurlante, avec une seule question en tête. Que s'est-il passé au centre-ville ? Car bien sûr, Brian a été traumatisé par ce 11 septembre 2001 et l'effondrement, comme un château de cartes, des 2 plus grands gratte-ciel de la ville qui ont fait 2749 morts, dont 343 pompiers. Voilà ce qui arrive quand un attentat de grande ampleur frappe New York. Une panique indescriptible que les services de secours, comme les forces de l'ordre, se sont jurés de ne plus jamais vivre. Car sur Manhattan, aujourd'hui encore, les cibles ne manquent pas. Autour de Ground Zero, toujours en reconstruction, des dizaines et des dizaines de gratte-ciel symbolisent la toute-puissance des États-Unis et fascinent autant les ennemis de l'Amérique que les admirateurs d'une des villes les plus spectaculaires du monde. Par quels moyens impressionnants New York a-t-elle réussi à redevenir une destination star ? Après l'attentat, les touristes l'avaient déserté. L'an dernier, ils étaient 8 millions à l'avoir visité, 2 fois plus qu'en 2001. Une success story qui a fait des gagnants et des perdants. Pour avoir payé un lourd tribut le 11 septembre, les pompiers de la ville ont vu leur prestige s'envoler et surtout leurs moyens exploser. Les nouvelles recrues affluent, comme le jeune Manning. Mais l'entraînement, c'est sacrément corsé. Ne te sers pas de ta main droite. Utilise seulement ta main gauche. Ça demande un maximum d'énergie. La lance est très lourde. Il faut être en super forme physique. À côté de Ground Zero, dans le quartier de la Bourse de New York, un Français, Régis, a su lui aussi profiter de la crise, grâce à une étonnante combine dans l'immobilier. On va à 45 John Street, qui est donc une nouvelle construction. Donc voilà la chambre. Il a fait fortune en moins de 8 ans. La salle de bain, la finition impeccable, c'est vraiment le top, quoi. Seulement une crise, aussi inattendue, mais d'une toute autre nature, va le contraindre à repartir de zéro. Enfin, il y a ceux à qui Ground Zero a tout pris et qui ne se remettront jamais de leurs pertes. Les époux Horning. Avec eux, vous allez pouvoir découvrir ce que New York cache strictement aux touristes.
J'ai un gars là avec une caméra et 2 autres personnes à l'entrée. Qu'est-ce que je fais? On ne peut pas aller plus loin? Non, vous ne pouvez pas. Et pourtant, grâce à un stratagème, ils ont pu enquêter sur l'un des secrets les mieux gardés de New York, qui concerne les victimes du 11 septembre. Île de Randall, au nord-ouest de Manhattan. Voici l'une des institutions les plus respectées des États-Unis, la Fire Academy, l'école des pompiers de New York. Ils sont 800 chaque année à venir tenter leur chance et rêver de devenir des firefighters, des soldats du feu. Mais avant cela, il faut d'abord être capable de supporter des entraînements dignes de commandos militaires. Et pourtant, les prétendants ne manquent pas. Car depuis le 11 septembre, les pompiers de New York sont considérés comme de vrais héros aux États-Unis. Si vous voulez vraiment ce job, il faut accepter de se mettre au pas. Vous pensez que ça va être dur? Bien sûr. Mais il y a une raison à tout cela. C'est le plus beau métier du monde. John Manning a 24 ans. Il est new-yorkais. Cela fait 2 semaines qu'il a intégré la Fire Academy et il n'est qu'au début de sa formation. Et la première chose que l'on apprend, c'est à réaliser des nœuds de sauvetage avec une corde. Une technique qui permet d'évacuer les victimes. Ils veulent que tout ça nous rentre bien dans le crâne. On doit être capable de le faire aussi naturellement que nos lacets de chaussures. Voici mon nœud de sauvetage. Est-ce que tu crois qu'on peut évacuer quelqu'un avec ça? Non. C'est pas bon ce que t'as fait là. John n'est pas vraiment encore au point. Et il n'est pas au bout de ses peines. Il doit apprendre à travailler avec un uniforme qui, avec la menace de guerre terroriste, pèse autant que celui d'un GI en Irak. C'est pas trop dur de porter tout ça avec la chaleur? Oui, c'est dur, mais on sera toujours dans des conditions difficiles. Il faut qu'on s'y habitue. Les gars, vous avez 2 minutes pour être en tenue, boire de l'eau et vous aligner dans la cour. John doit maintenant se présenter à l'une des épreuves les plus sélectives, la lance à incendie. Ils sont nombreux à échouer à cet exercice. Ça, ce n'est pas un boulot facile. Mettez-vous bien ça dans le crâne. On ne va pas laisser n'importe qui aller sur le terrain, ce serait une insulte à tous les pompiers. C'est un exercice très dur. Ce qui attend les élèves, c'est une véritable épreuve de force. 6 à 7 barres de pression jaillissent de cet énorme tuyau. Et c'est comme s'il repoussait un poids de près de 70 kilos. Et il faut être capable de le maîtriser à bout de bras. Être capable de maîtriser, mais surtout de diriger. Et dans ce domaine, ces élèves sont encore loin du compte. C'est au tour de John, et il n'est pas rassuré. Allez, tiens-le bien droit comme ça. Allez, tiens-le comme ça. Lui aussi a bien du mal à contenir la puissance du jet. Ne te sers pas de ta main droite. Utilise seulement ta main gauche. Pour John, partir en intervention, ce n'est pas pour demain, mais il reste motivé. Ça va me demander beaucoup de travail et de discipline, mais je crois que je vais y arriver. Il faut que je me donne totalement pendant les 6 prochains mois. Il va devoir résister à 23 semaines d'une terrible sélection. Et celui qui décidera de l'intégrer ou pas au corps prestigieux des pompiers de New York, c'est le grand patron de l'école, Stéphane Geraghty. Et il n'est pas du genre commode. Regardez, ils sont en train de participer à une compétition.
C'est l'un des exercices qui demande le plus d'habileté aux apprentis pompiers. Enfiler leur tenue, au total 30 kg de matériel, en 2 minutes maximum. Et pas une seconde de plus. Pourquoi c'est important de faire cet exercice? Tout ce qu'on fait quand on est pompier, on le fait sous la pression. On doit réagir vite, on doit être performant et enfiler sa tenue. Ça doit être un automatisme. On doit pouvoir le faire les yeux fermés. Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ces deux-là sont dans le bon tempo. Ils n'ont plus qu'à mettre leur masque à gaz, ajuster leur casque et enfiler leurs gants, le tout en un temps record. 1 minute 20. Depuis le 11 septembre, Stéphane Geraghty a même reconstitué un quartier entier, avec bureaux, habitations et commerces, tout ce qui est susceptible d'être touché par un attentat, en hauteur ou sous terre. Ça, c'est notre simulateur de métro. Comme ça, on se met en conditions réelles. On a un wagon et la moitié d'un wagon. Vous voyez, on s'entraîne à extraire des victimes coincées entre le métro et la plateforme. Et ici, on peut passer d'une rame de métro à l'autre. Ça existait déjà avant le 11 septembre? Non, ça a été construit il y a 3 ans. On a des unités dans toute la ville qui sont capables de gérer n'importe quelle situation d'urgence. En cas d'attaque chimique ou nucléaire, on est prêt à réagir rapidement. Ici, le 11 septembre aura donc tout changé, obligeant les autorités à investir plus de 20 millions de dollars dans cet outil ultramoderne. Stéphane Geraghty pourrait être l'un des gagnants de cette crise, s'il n'avait perdu son frère, pompier lui aussi dans le World Trade Center. Vous pouvez vous retourner? Vous voyez ce sac-là? Des pompiers sont morts parce qu'ils se sont retrouvés coincés dans un immeuble. Ils n'avaient aucun moyen de s'échapper. Alors on a décidé de les équiper de harnais et de mousquetons. Vous attachez ça à une fenêtre et vous pouvez évacuer les lieux. Descendre en rappel, quelles que soient les conditions, cela fait partie de la formation post-11 septembre. Et ce n'est qu'après cela qu'ils seront autorisés à se rendre sur le terrain. Comme Brian, souvenez-vous, ce pompier de Harlem appelé en renfort dans le centre de Manhattan. Le feu a pris au dernier étage de cette vieille bâtisse. Un pompier blessé est évacué en urgence. L'intervention est délicate, car la structure de cette maison est en bois et les flammes risquent de se propager aux immeubles mitoyens. Un cas de figure fréquent à New York. Ce n'était donc pas un attentat, mais le dispositif mis en place par les pompiers est impressionnant. Une dizaine de véhicules, plus de 80 hommes au total ont été mobilisés. Résultat, en moins d'1 heure, le feu est circonscrit. Le 11 septembre a bouleversé la donne pour tous les New-Yorkais. Et il y en a qui ont su tirer leur épingle du jeu. L'année dernière, nous faisions la connaissance dans le secteur de Ground Zero d'un agent immobilier français, Régis, qui pariait sur le renouveau du quartier. Il le faisait visiter à tous ses clients. Il n'a pas beaucoup de temps, donc j'ai mis des rendez-vous très près l'un de l'autre. Alors il faut qu'on se dépêche pour y aller, il faut qu'on se dépêche vite, parce qu'on est déjà en retard. Alors comment convaincre un jeune Golden Boy de venir habiter un quartier qui reste hanté par la tragédie? L'adresse n'est pas des plus gaies. Pour gommer cet inconvénient, Régis peut aménager l'appartement au goût de son client. Mais celui-ci est très exigeant et rien à faire, le quartier ne lui plaît pas. Bon, là, qu'est-ce que vous en pensez de cet appartement? Ce que j'en pense? Vous entendez là? Rien? Sorry. Là, vous entendez quelque chose? Ben, c'est normal qu'à ce moment de la journée, ça soit bruyant. Il y a des constructions, etc.
Donc ça fait un peu de bruit. Et sinon, c'est beaucoup plus calme le soir. Le soir, c'est un quartier très très calme. L'affaire est mal engagée. Mais Régis lui réserve une petite surprise. Ils se rendent sur le toit de l'immeuble. La vue est à couper le souffle. Impressionnant, hein? Ouais. Et là, c'est là où ils vont faire la promenade. Donc ça va prendre énormément de valeur. La terrasse en plein Manhattan, c'est un argument de vente qui peut peser lourd. Tous les jours, tu peux aller prendre un verre de vin ici sur le toit, c'est super. En plus, il y aura une cheminée qui sera là. Une cheminée à l'extérieur et une cheminée à l'intérieur. Les chaises longues seront ici, le jacuzzi là. Mais malgré le panorama, le client français n'est toujours pas convaincu. Régis va tenter sa chance avec un autre appartement. Il a rendez-vous avec un autre promoteur, toujours dans le même quartier. Non mais l'avantage de cet appartement, c'est que tu peux casser le mur ici et faire une vraie cuisine, une plus grande cuisine. Donc c'est ça qui est bien. Voilà, un bar américain. Toujours pas emballé notre client. Mais la visite de l'appartement ne s'arrête pas là, car en plus du toit aménagé, les immeubles new-yorkais disposent en général d'une salle de sport, d'une laverie et même d'une salle de réception. C'est pas mal. C'est sympa. Régis galère, mais s'il a tout misé sur la renaissance de ce quartier, c'est parce qu'il espère que les prix cassés convaincront ses clients les plus réticents. Ceci dit, cet appartement, il est quand même un rapport qualité-prix excellent, hein, 825 000 $. Oui, parce que c'était avant des bureaux. Donc ils ont transformé ça en appartement. 825 000 $, soit 560 000 € pour 60 mètres carrés. En plein cœur de New York, c'est moins cher qu'un appartement dans les beaux quartiers de Paris. Mais surtout, Régis dispose dans sa manche d'un atout en or. Il n'y a pas de taxe. Zéro taxe. Il n'y a pas d'impôt foncier à payer jusqu'en 2015. C'est le... Je ne vais pas payer de taxes. Zéro. Oui. C'est la bonne surprise. Exonération de taxes foncières pendant 10 ans. Une économie de 500 € par mois. Et ça, c'est un cadeau de la ville de New York. Après le 11 septembre, tout le monde a quitté le quartier et la ville a décidé d'offrir des abattements fiscaux aux promoteurs qui construisaient ici. Et c'est la même chose pour ceux qui achètent. Vous bénéficiez de cet abattement pendant 10 ans. Et voilà comment, l'an dernier, New York réussissait à repeupler le quartier maudit de Ground Zero. Et pour achever de rassurer les nouveaux habitants ainsi que les touristes, Régis pouvait vanter un dispositif de sécurité digne d'un film de James Bond. À chaque coin de rue, 37 000 policiers, parfois armés comme pour combattre en Irak, chassent un ennemi invisible, une traque, qui vire à la psychose. Les terroristes peuvent être partout, et quand ils nous voient, ils se disent que ce n'est pas le moment d'agir. C'est ça qu'on fait. On veut terroriser les terroristes. Mais comment lutter contre cette menace qui peut venir de n'importe où? Comme pour se rassurer, la police de New York a choisi la démonstration de force. Chaque jour, des dizaines de véhicules investissent un quartier au hasard. Cet après-midi, c'est Times Square, les Champs-Élysées de New York. Une fois en position, un barrage est installé. Contrôle d'identité, mais pas seulement. Tous les véhicules doivent passer devant ce camion du 3e type. Il est équipé d'une technologie dernier cri, car ce que craint le plus New York aujourd'hui, c'est une attaque nucléaire. Vous passez devant mon détecteur, qui se trouve dans le caisson en argent. S'il détecte la moindre trace de radiation, une alarme va se mettre en route, là, sur mon ordinateur, pour me prévenir qu'un véhicule a une potentielle source de radiation. Détecteur anti-radiation, policiers en nombre, New York est en état d'alerte permanent. Mais le dispositif de sécurité va bien plus loin. Car où que vous soyez dans la ville, vous êtes toujours sous surveillance.
Il faut quitter la presqu'île de Manhattan, prendre la direction de Brooklyn, faire 45 minutes de taxi pour arriver ici, dans cette base ultra secrète de la police, qui semble désaffectée. C'est pourtant de ce tarmac usé que décolle chaque jour cet hélicoptère. Un petit bijou de technologie de 10 millions de dollars. Avec cet appareil, la police de New York a un œil partout. Aux commandes, Denis Derienzo, un ancien marine de 37 ans. C'est parti pour une mission qui va durer 4 heures. L'hélicoptère prend la direction de la presqu'île de Manhattan. Il s'agit de surveiller les lieux touristiques les plus exposés de la ville. Pour ça, l'hélicoptère est doté d'une caméra. Placée sous l'appareil, elle est pilotée par ce technicien. À notre gauche, c'est Central Park. Des touristes du monde entier viennent ici. On vérifie le toit des immeubles, les voies d'accès qui sont dans Manhattan, et aussi les ponts et les tunnels. On repère toutes les activités suspectes, tout ce qui est en dehors de la normale. On vire sur la gauche, vers la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, le symbole de l'Amérique. Un site à haut risque pour les policiers. Pour anticiper une attaque kamikaze, ils ont une caméra ultra puissante. Avec cette caméra, vous pouvez passer en mode télescope. Ça permet de voir de près. On a une vision jusqu'à 4 km. On peut même observer des individus en particulier. Là, on est à 3 km. Et vous voyez ce gars là-haut. On peut en faire une description très précise. Les images sont envoyées en direct, ce qui permet aux équipes au sol d'intervenir le plus rapidement possible. On a une carte satellite avec un GPS. On peut regarder ce qu'on veut avec la caméra et trouver l'adresse exacte. On peut dire précisément quelle rue on est en train de survoler et diriger les unités sur le terrain. Prévenir une nouvelle attaque et rassurer la population, pour la ville de New York, le coût de cette politique du tout sécuritaire est exorbitant. Plus de 140 millions d'euros chaque année. Un sacrifice financier qui a permis à la ville de retrouver tout son dynamisme et son pouvoir d'attraction. Elle est même allée beaucoup plus loin. Pour transformer ces quartiers autrefois désertés et maintenant courus, la ville a été jusqu'à donner de l'argent à tous ceux qui acceptaient d'emménager ici. À 2 pas de la bourse de New York, Stone Street. À première vue, ce n'est pas le plus bel endroit de la ville. Et il serait surtout très exposé en cas d'attentat contre Wall Street. Pourtant, Brett Feoré est devenu un habitué du quartier. Il passe tous les jours par ce pub pour trinquer avec le patron. Il n'y a pas meilleur défenseur de la rue que moi. Lui, c'est vraiment Monsieur Stone Street. Brett s'est installé dans le quartier 3 mois seulement après le 11 septembre. Il a aménagé dans cet immeuble et il ne manque pas d'espace. Son appartement fait 160 mètres carrés. Bienvenue. Ma chambre ne donne pas sur la rue. Elle est de l'autre côté de l'appartement. Brett est sommelier et il n'aurait jamais pu payer le loyer d'un tel appartement, sauf que là encore, la ville de New York lui a fait un joli cadeau. J'ai emménagé ici parce que le gouvernement me versait de l'argent. Il payait une partie de mon loyer, 350 € par mois. Pour moi, c'était vraiment rentable. Du coup, pendant 5 ans, Brett a payé 1 800 € de loyer, un prix dérisoire pour une telle surface. Aujourd'hui, il ne bénéficie plus de cette aide, mais le loyer reste toujours bon marché pour une ville comme New York. Là, j'ai un barbecue que je peux mettre sur le toit.
Surtout, Brett ne veut pas quitter Stone Street, car en 7 ans, son quartier s'est considérablement transformé. Quand j'ai emménagé ici, c'était pas du tout un endroit où vous aviez envie de dîner. Il y avait de la drogue, des squatteurs, le magasin était fermé. Personne ne venait ici. En fait, c'était même un coin très mal fréquenté. C'est grâce à tous ces avantages que l'an dernier, Régis avait réussi à battre ses records de vente d'appartements dans les quartiers sinistrés. Il croule alors sous les demandes de visite. Pour déjeuner, pas le temps de s'asseoir à une table de restaurant. Comme souvent, c'est Barquette au bureau avec son associé, lui aussi français. Tous les jours, c'est comme ça. On mange, on prend les coups de téléphone, les clients arrivent. C'est la course à la réussite. Ils sont indépendants et ne sont payés qu'à la commission. C'est le lot commun d'un commercial aux États-Unis. Et pourtant, le système leur convient bien. C'est des commissions qui sont assez importantes, qui sont quand même énormes. Donc à chaque fois qu'on loue un appartement ou qu'on vend un appartement, c'est beaucoup d'argent. Un agent immobilier gagne en général $50 000 par an. Un bon agent immobilier, ça va être de l'ordre de $150 000 par an. Mais il y a des agents immobiliers qui gagnent bien sûr beaucoup plus d'argent que ça. Bon, toi, tu es dans quelle fourchette? Je crois que je suis un bon agent immobilier. Régis, lui, il gagne 8 000 € par mois. Mais il ne compte pas ses heures et travaille 7 jours sur 7. Surtout, il veut profiter à fond d'une conjoncture favorable. J'ai un avantage important aujourd'hui, c'est que je suis français et que beaucoup d'Européens souhaitent investir à New York à cause de l'euro fort. On va à 45 John Street, qui est donc une nouvelle construction. Et normalement, c'est par là. Eurofort, incitation fiscale, des atouts voilà la chambre, qui vont finir par convaincre son client le plus exigeant. Qui est assez grande, la salle de bain, la finition impeccable. Le Golden Boy français. La salle de bain est fantastique. C'est vraiment le top, quoi. Ce joli 2 pièces de 72 mètres carrés, avec vue sur le quartier des affaires de Wall Street, coûte 600 000 €. Une très belle finition. Hein. Et il bénéficie des mêmes avantages fiscaux que les autres appartements. Je ne sais pas s'il va acheter, en tout cas, il est intéressé. Régis je vais faire le calcul tout de suite. Anticipe déjà sa commission. Si il achète cet appartement, je touche une commission de 3%. C'est combien? 16 000 $, 17 000 $ de commission. Régis peut espérer 11 000 € de commission si la vente est conclue. C'est celui-là, c'est le coup de cœur. Celui-là, le coup de cœur. À mon avis, il faut réfléchir et réfléchir vite. Ça marche. Allez, salut. C'est finalement plutôt une bonne journée pour Régis, qu'il ne va pas manquer d'aller fêter. Car à New York, on vit aussi beaucoup la nuit. Ce soir, c'est French Tuesday, la soirée des Français, dans ce club à la mode. Régis et son associé avaient pris l'habitude l'an dernier de fréquenter ces fêtes chic et décontractées. Ici, les gens se rencontrent, échangent des cartes de visite afin d'éventuellement faire des affaires. Moi, en ce qui me concerne, je reste quand même français et il y a un moment où il faut savoir fermer la boutique. Un endroit agréable pour mélanger business et plaisir. Moi, je ne suis pas un très grand spécialiste de la drague. C'est Marco qui me donne beaucoup de conseils, il va nous montrer. Marco, il va rien vous montrer. On va regarder Régis d'abord. Si ça marche pas, peut-être que je vais essayer d'aider un petit peu Régis. What is your name? Johanna. Nice to meet you. What's your name? Régis. I'm French. No? I'm German. Oh, you're German? Pour Régis, What a great accent. c'était vraiment la belle vie. Nice to meet you guys. Régis. Nice to meet you. Mais voilà, en octobre dernier, la bourse s'effondre pour déboucher sur le krach financier le plus dévastateur depuis les années 30. L'économie américaine
est asphyxié. Quand les Golden Boys ne sont pas purement et simplement virés, ils sont mis au régime sec. Et l'immobilier s'effondre à nouveau. Il y a 10 jours, nous sommes donc retournés voir Régis à New York. Ah yes, I'm not available right now. You have to give me a couple of hours, okay? And I'll see you soon. Il n'a pas perdu de son dynamisme, toujours entre 2 rendez-vous et 3 coups de fil. Dans 2 heures, oui, je ne suis pas disponible maintenant. Donc, voilà, donnez-moi 2 heures et je vous vois tout à l'heure. Ça marche? À tout à l'heure. Les clients? Eh oui, c'est les clients français. Et le plus surprenant, c'est que énormément de Français aiment parler en anglais plus qu'en français. Donc, c'est le monde à l'envers. Il y en a beaucoup qui arrivent? Énormément. C'est bien simple. À New York, j'ai l'impression d'être en France. Il y a tellement de Français. Mais son business n'est plus du tout aussi lucratif. Fini les ventes subventionnées par la ville, envolées les commissions mirobolantes. Au mois d'octobre 2008, boum, c'est tombé. Donc ça a été très très difficile. J'ai perdu beaucoup d'argent et j'ai fermé ma société il y a presque 3 mois maintenant. C'est dur, c'est un peu le rêve américain qui en prend un coup là quand il se passe ça. Ça a été très difficile. Pas seulement le rêve américain qui en prend un coup, surtout mes économies. Aujourd'hui, ses clients ne sont plus de riches Golden Boy, mais des vacanciers low cost. À peu près la même chose. Ils louent des appartements meublés à de jeunes touristes à la recherche de plans logements pas chers. Aujourd'hui, ce sont 7 Français qui viennent de débarquer de Nanterre. On vient de te voir ce matin, là. Ils viennent de rentrer ce matin. Ah d'accord. J'étais un petit peu nerveux, j'étais un petit peu inquiet. C'est qui vous inquiétait? 7 personnes, c'est pas facile à gérer, donc il fallait trouver un appartement bien placé, bien meublé, et je pense que jusqu'ici tout va bien. Oui, là, il n'y a pas de problème. Hein. Là, sur ça, pas de surprise. Pas de surprise. Vous nous faites faire un tour, vous savez, vous montrer un peu comment vous êtes installé? Oui, on va vous montrer les chambres. Déjà, il y a un petit salon. Déjà, on est dans le salon, là. C'est un très bon appartement. On a un grand salon, une belle décoration avec les bambous. Des canapés en cuir, tout le confort à l'américaine. Régis ne peut pas s'empêcher de faire l'article. Un king size bed, on appelle ça en Amérique, l'air conditionné, grande cuisine avec... En fait, la grande cuisine tient plutôt de la kitchenette et la vue est imprenable sur les murs de briques de la cour. Mais les jeunes Français n'y trouvent rien à redire, car ce qu'ils économisent en hôtel, il y a 1000 façons de le dépenser. On est venu là pour les soldes et pour faire des achats. Quoi. Qu'est-ce que vous avez acheté? Ouais, on a acheté beaucoup de choses, mais on n'a pas encore fini quoi. C'est pas encore fini, c'est que le début. Eh ben, messieurs, bonne fin de journée. Merci à tous. Sa commission sur cette location sera de 500 €. Quoi que ce soit, vous me téléphonez. Une goutte d'eau, comparée aux 100 000 $ qu'il vient de perdre à cause de la crise. Le jour tombe sur New York et sa banlieue résidentielle. Si certains ont pu profiter des crises qui ont secoué la ville, d'autres ont tout perdu. Comme les Horning. Leur fils fait partie des disparus du World Trade Center. Depuis 8 ans, ils mènent une enquête hors norme pour tenter de retrouver quelque chose de lui. Et à 30 km de là, ils ont découvert un endroit que la ville cache soigneusement aux touristes. À chaque fois que je vais là-bas, c'est terrible pour moi. Je ne sais jamais ce que je vais trouver. Par contre, je sais ce que j'ai trouvé dans le passé. Et c'était plus que déplaisant. Après une demi-heure de route, ils arrivent dans ce qui ressemble à un vaste terrain vague. Pour entrer dans cette zone, il faut passer un barrage. J'ai un gars là avec une caméra et 2 autres personnes à l'entrée. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes ensemble? Non, on n'est que tous les deux. La caméra ne vient pas avec nous. On ne peut pas aller plus loin? Non, vous ne pouvez pas. Mais qu'y a-t-il ici de si important pour que l'accès en soit interdit aux journalistes? Une escorte vient chercher le couple Horning. Nous ne sommes plus autorisés à les suivre. Kurt accepte toutefois de porter une caméra cachée. Et voilà ce que l'Amérique ne veut pas montrer.
Okay. Well, here we are. Ça y est, on y est. This is the On est au sommet de la colline. Sous les pieds des Hornings, la plus grande décharge de New York, d'où s'échappe une odeur pestilentielle. C'est là qu'ont été enterrés les restes du World Trade Center. La zone sur la droite, c'est là que les restes ont été entassés, au-dessus des ordures. Mais pour les autorités, il n'y a plus rien qui permettrait d'identifier les victimes. Ni objets, ni restes humains. Et pourtant, il suffit de se baisser pour prouver le contraire. Il y a une veste de pompier ici. Ici, un gros morceau de fer. Vous voyez là où est Diane, dans ce fossé. On se rend compte à quel point c'est profond. Et là, il y a une semelle de chaussure. Regarde. Diane vient de trouver une clé. Et des clés comme ça, on en a trouvé des dizaines avec les initiales du World Trade Center gravées dessus. Toutes ces preuves, Diane les met dans son sac à dos. De véritables pièces à conviction dans le combat qu'ils sont en train de mener. De retour chez eux, les Hornings font l'inventaire de ce qu'ils ont trouvé. Là, on a un gant. Et là, une semelle de chaussure. Ce sont des effets personnels et on pourrait y trouver de l'ADN. Ça, c'est la veste de pompier. Tout ça, ça prouve que la ville de New York n'a pas fait les recherches jusqu'au bout, comme ils le prétendent. Ça veut aussi dire qu'il y a sûrement encore des restes humains. Ils ne peuvent pas me dire qu'ils ont tout passé au peigne fin. Ils ne peuvent pas me dire ça. Ça fait partie de votre combat d'aller dans la décharge pour récupérer autant d'objets que vous pouvez? Oui, bien sûr. Et nous espérons qu'on nous autorisera un jour à les produire devant une cour de justice. Car les Hornings ont décidé de poursuivre la ville de New York en justice pour l'obliger à fouiller les décombres. Nous réclamons un cimetière pour les morts du 11 septembre, car il n'y en a pas. 44% des victimes n'ont pas été identifiées. Ces 44% n'ont rien. On ne traite pas les victimes du 11 septembre comme des ordures. Un combat qu'ils mènent au nom de leur fils, Matthews. C'est la dernière photo que nous avons prise de lui. C'était aux 90 ans de sa grand-mère. Il était si heureux. Mais dans notre enquête sur le New York des crises, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Au cœur des quartiers, traversés par les bus touristiques, habite toute une population laissée pour compte. Des Américains, que les catastrophes politiques ou économiques laissent à la marge. Ils vivent sous terre, dans des tunnels. Sur les bords de cette voie ferrée, les premiers sont arrivés au moment de la guerre du Vietnam. Ils ont mis au point d'étonnantes techniques pour survivre. John habite ici depuis 14 ans. Le souterrain est devenu sa maison. C'est un peu comme un immeuble. Moi, je vis ici. Ça, c'est ma section. Mon copain Chuck, lui, il habite juste là, à côté. Donc en face, c'est chez votre ami, là? Ouais, là, c'est chez Chuck. Mais il n'est pas là. Et puis, il y a une autre personne qui vit juste à l'entrée du tunnel. En tout, on est 3 sur cette partie. L'échelle, là, c'est celle de Chuck. Vous n'utilisez pas d'échelle, mais comment vous faites? Non. Non, moi, j'en utilise pas. Moi, je préfère m'en passer. C'est plus dur pour les gens de venir me déranger ou pire. Vous voyez ce que je veux dire? Sans échelle, ils ont du mal à grimper. Alors que moi, j'ai pris le coup. Tous les jours, je monte et je descends.
Vous voyez, j'ai mis un seau exprès. Voilà. À 66 ans, malgré des problèmes de hanche, John a la technique. C'est un bon exercice, je le fais tous les jours. Il est 11 heures et John se prépare à sortir. Mais il ne nous laisse pas monter dans ses appartements. Il a une radio et beaucoup de livres pour s'occuper les jours où la pluie l'empêche de sortir. Mais aujourd'hui, le soleil brille et John se prépare à aller gagner sa vie. Vous avez de très belles chaussures. Vous les avez trouvées où? Poubelle! Tout ce que je possède vient de là. Chaussures, vêtements, tout. Tout ce que j'ai. Gratuit, pas de taxes, pas d'impôts. Là, c'est mon passage pour sortir. Le mur est un peu haut, mais ça va, j'y arrive encore. Vivre à l'écart, dans le tunnel, ne l'empêche pas de suivre assidûment les nouvelles du monde. Dites, Serena Williams a gagné son match hier à Wimbledon? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu les journaux. C'était la finale hier, non? Vous suivez le championnat? Bien sûr. Je regarde le circuit de tennis depuis des années. Bien sûr que je m'y intéresse. C'est quand même un événement international. Juste à côté de sa cachette, il y a d'ailleurs l'un des clubs de tennis les plus chics de la ville. John était paysagiste. Il a même eu une entreprise. C'est la drogue, une des plaies de New York qui lui a fait tout perdre. Il ne se plaint pas, il est devenu un expert de la rue. Et d'après lui, les poubelles de New York recèlent des trésors. Dans les poubelles, j'ai trouvé de l'argent, j'ai trouvé des bijoux, j'ai même trouvé de l'or dans les poubelles. Non. Mais si, sérieusement. Vous seriez surprise de voir ce qu'on trouve. Mais c'est le soir qu'il fait sa tournée des poubelles. En début de journée, il a ses habitudes. Un sandwich au kiosque, avec les quelques dollars qu'il a gagnés la veille. Vous connaissiez ce monsieur? Oui, c'est un habitué. J'adore venir ici, ça sent tellement bon. Je vous mets de la sauce blanche? Ouais, de la sauce et puis de la rouge épicée. Et vous oubliez pas les frites, hein? Et quand vous n'avez pas d'argent, comment vous faites? J'attends que quelqu'un passe, et puis je lui demande s'il veut bien m'acheter à manger. Et souvent ils le font. Ils m'achètent à manger, oui, beaucoup de gens le font. Ils payent pour moi. Là, maintenant, vous voyez là-bas? Je vais m'asseoir là-bas. C'est ma place. Et puis je vais manger là-bas. John se poste toujours devant le même supermarché. Ici, il est connu comme le loup blanc. Et il a adapté sa technique au quartier, peuplé de professeurs et d'étudiants. Tous les jours, je lis le journal, de la première à la dernière page. Je lis tout. Même ce qui ne m'intéresse pas, je le lis. Chaque lettre, chaque mot. Je lis absolument tout. Parce que quand quelqu'un me parle de quelque chose, je dis « Ah ouais, je viens de le lire dans le journal ». Et on commence à discuter. On a une vraie conversation. Et à la fin, ils me demandent ce qu'ils peuvent faire pour m'aider. Bien sûr, ils aiment bien. C'est ma méthode, moi. Et ça marche. Bien sûr que ça marche. La tactique de John est plutôt efficace. Au bout de 4 heures, il fait les comptes. $2. $10 en tout. Pas mal.
Seulement la crise est passée par là et des concurrents sont arrivés dans la rue. Dis donc mec, tu penseras à me rendre mes $2, hein? Ici, les bons comptes font les bons amis. Allez, dégage, j'ai du boulot. Le soir, entre 7 et 9, John arpente le quartier en quête de la pépite des poubelles. Chaque canette vaut 5 cents. C'est difficile à voir, c'est difficile, mais il y a une petite marque à l'intérieur de la ville de New York. Et on me la rachète 5 cents pour le recyclage. Donc les canettes valent de l'argent. Et John a acquis un véritable savoir-faire en la matière. Ah, là, vous voyez. Là, j'en sens une. Vous arrivez à sentir à travers le plastique s'il y en a? Ouais. Alors j'ouvre le sac. C'est une sorte de science que vous avez. Je fais ça depuis longtemps déjà. John referme toujours soigneusement les sacs poubelles pour rester en bon terme avec les commerçants du quartier. Et vous devez trouver combien de canettes? En fait, je voudrais au moins me faire $5, donc il me faut 100 canettes. Sinon, ça vaut pas la peine. Et c'est facile de trouver 100 canettes? Certains jours, oui. Si personne n'est arrivé avant toi. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui en font et parfois tu arrives, des gens sont passés avant toi. Il faut être le premier. Car John est loin d'être le seul sur le coup. Lui, en plus, il donne un coup de main à certains gardiens pour sortir les poubelles. Alors, il les lui met de côté. Moi, je fais pas ça. En 1 heure de collecte, la récolte de John est conséquente. Il retrouve ses concurrents et c'est un peu le Wall Street de la canette qui va se jouer sur le trottoir. Son sac est bien rempli, il vaut $5. Tu me le prendrais pas à $2, $2,50? Mais il vient de le revendre, moitié prix, à un autre collecteur. Mais pourquoi vous l'avez revendu à moitié prix? Parce que j'aurais dû attendre trop longtemps. Le type qui nous rachète notre collecte est parti dîner. J'avais 2 collègues devant moi, il y en avait pour 2 heures. Et en 2 heures, je gagne plus en mendiant devant le supermarché. Alors je l'ai donné pour $2 à un copain. Et puis moi, je retourne au supermarché. Le temps, c'est de l'argent. Bah, bien sûr. Son job de collecteur est maintenant terminé. John va rester jusqu'au milieu de la nuit pour gratter quelques piécettes, en espérant que d'autres crises n'enverront pas d'autres New-Yorkais sur son bout de trottoir.